Madame, monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Le portrait d'aujourd'hui nous entraîne sur les mers puisque je vous propose d'évoquer un des plus grands marins que la France ait connu, le vice-amiral de Suffren. Stratège hors pair, vainqueur des Anglais aux Indes, Suffren a restauré la réputation de la marine française et pourtant le personnage est loin de faire l'unanimité, peu commun dans son aspect et dans son comportement. En fait, Suffren dérange. Il est admiré par les uns, haï par les autres. Lascaz disait déjà qu'il était aimé de personne, mais apprécié et admiré de tous. Alors, quelle image retenir de Suffren? C'est ce que nous allons voir dans cette émission, en compagnie de l'amiral Rémi Monac. Bonjour, amiral. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir au micro de Canal Académie. C'était un grand plaisir pour Et moi de merci vous parler. de faire l'aller-retour de Toulon pour venir nous présenter Suffren. Vous êtes donc l'auteur d'une biographie qui est parue aux éditions Talendier, une biographie de Suffren. Votre domaine de prédilection est la marine du XVIIIe siècle et de l'Empire, et votre précédent ouvrage, consacré à la bataille de Trafalgar, reçut le Grand Prix de la Fondation Napoléon. Mais revenons à Suffren et tout d'abord à la prononciation, puisque ce n'est pas Suffren, comme le disent beaucoup de Parisiens. Vous avez tout à fait raison, et la marine qui a bénéficié de la tradition et de la continuité a toujours dit Suffren, tout au moins en français, parce que le provençal Suffren prononçait son nom certainement avec l'accent provençal, je suis le bailli de Suffren. Mais Suffren, certainement pas. Et Suffren est attesté dans les écrits à plusieurs reprises, notamment lorsque le jeune Suffren arrive aux gardes-marines de Brest. Le secrétaire écrit son nom IN, ce qui prouve bien que c'est la prononciation correcte qu'il faut utiliser. Donc nous dirons Suffren si vous voulez bien. Mais bien entendu, alors après cette précision de prononciation, penchons-nous sur le personnage. Il naît en 1729. De quel milieu est-il issu? Alors il était issu du milieu d'une noblesse parlementaire, mais les choses sont toujours très complexes, ces noblesses. Il descend à la fois de conseiller au Parlement de la ville d'Aix, mais également de la plus haute noblesse immémoriale des familles comme les Castellane ou comme les Forbin. Donc il descend aussi de la grande noblesse, et il descend de la bourgeoisie marseillaise, puisque sa mère est la fille du plus riche marchand armateur de Marseille, Bruni, qui donnera les Bruni d'Entrecasteaux, la famille de Bruni d'Entrecasteaux. Donc c'est un milieu mélangé, on peut dire, bonne noblesse parlementaire. Alors maintenant, disons quelques mots de sa formation. À vous lire, on est très étonné de voir que sa formation est fort peu sommaire et qu'il se forme surtout sur le terrain. Alors Suffren a une chance absolument extraordinaire, c'est qu'il entre dans la marine à l'âge de 14 ans à peu près, au moment même où la France, après 30 ans de paix avec l'Angleterre, reprend les hostilités avec notre plus vieil ennemi, notre plus fidèle ennemi. Et donc, il va bénéficier, contrairement à ses prédécesseurs, d'une formation que je qualifie de formation à l'anglaise, parce que les Anglais étaient férus de formation pratique beaucoup plus que nous, qui avons toujours aimé la théorie. Et en temps de guerre, on n'a pas le loisir de laisser les jeunes gardes de la marine dans les salles de classe. On les embarque très vite parce qu'on a besoin d'eux sur les vaisseaux, ce qui fait que Suffren n'aura à se reprocher, si je puis dire, que quelques mois dans les salles de classe à Toulon et à Brest plus tard. Alors nous allons passer rapidement sur ses débuts sur mer. Alors je dirais que la première grande expédition à laquelle il participe et l'emmène vers le Canada. Que retenir de cet épisode? Alors cet épisode profondément tragique, parce que c'est des expéditions qui sont terminées par des drames extrêmement cruels, non pas tant cette fois-ci à cause de l'ennemi anglais, mais à cause des conditions de vie à bord extrêmement rudes et de la méconnaissance que l'on avait de lutte contre le scorbut, qu'on a vu beaucoup plus tard maîtriser, mais à cette époque-là, de longs mois passés en mer amenaient des drames de santé absolument terribles, ce qui fait que cette expédition française arrive au Canada dans un état tellement lamentable que même sans rencontrer d'adversaire, elle est complètement mise à mal et les bateaux reviennent comme ils peuvent les uns après les autres dans des conditions terribles. Et c'est une leçon pour Suffren importante parce que toute sa vie, il sera un amiral extrêmement soucieux de la santé de ses équipages et des soins apportés aux malades et aux blessés. Alors après le Canada, ça devait être les Antilles, mais finalement ça sera la captivité en Angleterre. Oui, alors après un combat homérique qu'il connaît à bord du Monarque, un combat complètement inégal où les Français parviennent à protéger un immense convoi venant du Canada et des États-Unis pour ravitailler la France et des Antilles aussi. Cet immense convoi sera sauvé, mais au prix du sacrifice d'un certain nombre de bateaux, dont le bâtiment sur lequel le jeune Suffren est embarqué à ce moment-là.
Et c'est un combat dont il se souviendra toute sa vie, qu'il racontera très souvent comme un modèle d'héroïsme. Le commandant est tué, plusieurs officiers sont tués ou blessés. Le bateau se rend après des heures de combat et dans un état de délabrement total. Donc c'est pour lui une expérience très forte, effectivement. C'est une expérience très forte qui lui vaut donc la captivité. Donc de là, sa haine pour les Anglais. Certainement contribué à cette haine contre les Anglais, mais qui était, il faut bien le dire, assez largement répandue dans la marine française et de l'autre côté dans la marine anglaise. C'est une haine que je nuancerai un petit peu, qui n'excluait pas une admiration pour les méthodes de l'adversaire, pour son courage, pour sa bravoure, même si on déplorait un certain nombre de pratiques anglaises. Et ce n'est pas encore l'époque de la Révolution et de l'Empire où la haine devient idéologique. Les gens se considèrent comme des collègues qui travaillent dans un camp ennemi, mais qui savent s'apprécier. Et la paix revenue, on redevient amis assez facilement. Alors en vous lisant, on est frappé du nombre d'expériences que connaît Suffren dans ses jeunes années, enfin dans ses débuts. Il va au Canada, il est capturé par les Anglais, et après il va y avoir cet épisode où il va être pendant 3 ans à Malte, puisque son père l'avait fait chevalier de Malte dans ses jeunes années. Alors, chevalier de Malte, effectivement, c'était un peu le sort des enfants, surtout des enfants cadets dans des familles où le fils aîné seul pouvait se marier et continuer la carrière des parents et la fortune de la maison. Mais les enfants, les cadets, étaient voués soit à l'église, soit à l'armée. Et Malte combinait les deux, puisque c'était des moines guerriers. Donc, Suffren, sans qu'on lui demande son avis, évidemment, ainsi que son jeune frère d'ailleurs, va partir pour Malte, après avoir fait toutefois ses Sa premières carrière années dans la marine royale. dans la Ouais, marine comment de ça guerre. Oui, mais il ne refuse pas non plus, il aurait pu s'opposer au souhait paternel. Non, non, il choisit d'effectuer ses caravanes. C'est une question que je me suis posée. Comment ces jeunes enfants, à qui on ne demandait pas leur avis du tout, acceptaient ou refusaient cette carrière monastique malgré tout? Et je pense que, étant donné que dès leur plus jeune âge, on les habituait à l'idée qu'ils étaient chevaliers de Malte, qu'on les habillait en chevaliers de Malte, il y a des portraits qui en témoignent tout à fait, avec des tout jeunes enfants en robe encore, mais avec une petite épée et la croix de Malte fièrement affichée. Je pense que c'était pour eux naturel et qu'ils y allaient comme quelque chose d'évident, d'incontournable. Alors l'épisode maltais est-il important dans la carrière de Suffren? Je pense que l'épisode maltais est important, mais pas de la manière dont il l'était dans les générations précédentes. Je pense au règne de Louis XIV, où beaucoup d'officiers de marine français ont fait leurs premières armes à Malte et se sont formés vraiment à Malte dans les combats, qui étaient alors très durs contre les Turcs ou contre les barbaresques. À l'époque de Suffren, c'est déjà moins vrai, il y a encore des combats. Mais par contre, ce qui a marqué très fortement Suffren, c'est sa qualité de moine hospitalier. N'oublions pas que les chevaliers de Malte ont les deux volets, ils sont à la fois hospitaliers et guerriers. Et là, c'était encore quelque chose de très vivant. On faisait son service à l'infirmerie dans le merveilleux hôpital de Malte, qui était le fleuron de l'Europe à l'époque, ce qu'on faisait de mieux en Europe. Et Suffren, je pense, pleinement acquis ce souci des blessés et des malades. Il gardera toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, le souci de la santé des gens. Il veillera à ce que les hôpitaux soient correctement tenus et que ses médecins et chirurgiens travaillent le plus humainement possible. Au niveau naval, une de ses missions à Malte sera la lutte contre la piraterie. Cela a-t-il influé après sa tactique navale? Je pense qu'il est difficile de dire que ça a influé sa tactique navale, parce que la tactique navale maltaise était extrêmement sommaire. C'était des gens très très courageux et qui prenaient tous les risques, mais ils savaient que foncer sur l'ennemi sans beaucoup de tactique, il a peut-être retenu cette vigueur, ce courage et la manière de mépriser le risque, mais pas de savante tactique, sûrement pas. Alors à son retour de Malte, il a un peu plus de 20 ans. Et finalement, son ascension n'est pas fulgurante. Il obtient son premier commandement à 33 ans et devient capitaine de vaisseau 10 ans après, en 1772. À quoi cela tient-il? Mais je pense qu'il n'a pas d'appui à la cour. Suffren n'a pas dans sa famille de soutien vraiment important, à une époque où les soutiens comptaient beaucoup. C'est uniquement ses mérites qu'il fait avancer. Il avance de manière tout à fait honorable. Comme vous le dites, ce n'est pas une avancée fulgurante. Et il réussira à se faire connaître, non seulement par ses exploits guerriers, mais aussi parce qu'il a beaucoup de culot. Il prend l'habitude très jeune d'écrire directement au ministre. Et comme il écrit fort bien et des choses fort intéressantes, des rapports un peu sur tous les sujets, il est passionné par un tas d'affaires, aussi bien sur la technique navale, la tactique, la santé des équipages, la manière de lutter contre les barbaresques. Il y a des quantités de mémoires de Suffren qui sont envoyées au ministre, reçues avec bonheur par les ministres, qui lui répondent très poliment, et je pense qu'il se fait connaître un peu de cette manière-là, suppléant ainsi l'absence de soutien qu'il avait dans le corps des officiers de marine. Alors avant d'évoquer la campagne des Indes qui correspond au sommet de sa carrière, évoquons son rôle et l'expérience qu'il acquiert lors de la guerre d'indépendance. Il est alors commandant du vaisseau Le Fantasque, alors que le commandement de l'escadre, lui, est assuré par le vice-amiral d'Estaing.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette campagne? Je pense que c'est une campagne très très importante parce que Suffren va pouvoir, il est simple capitaine de vaisseau comme vous le dites, mais Destin, qui a beaucoup de défauts, a pourtant une immense qualité, c'est qu'il est capable de reconnaître la valeur parmi ses officiers et que très vite, il décèle chez Suffren quelque chose qui n'existe pas chez les autres, quelque chose de très fort, une capacité d'entreprendre, d'agir très grande. Et il va lui confier tout au long de cette campagne, qui a des aspects très brillants, mais aussi des aspects assez calamiteux, il faut bien le dire, il va lui confier des responsabilités de plus en plus grandes. Il va lui donner d'abord un vaisseau à commander en plus du sien, puis deux, puis trois, puis une petite division, etc. Ce qui fait que pendant toute cette campagne, Suffren va apprendre, ce qui est très important pour un officier général qui va être bientôt, à commander non seulement son vaisseau, mais un groupe de vaisseaux et les faire travailler ensemble. Alors que le vice-amiral Destin, lui, venait finalement du monde terrien. C'est un peu les anomalies de l'Ancien Régime, les choses assez extravagantes. Destin, c'est un officier de l'armée de terre qui, au cours de la guerre de 7 ans, avait un peu navigué sur mer, mais à titre personnel, il avait armé des vaisseaux aux Indes pour faire la guerre aux Anglais. Comme il était d'une très très haute famille, de la très haute noblesse d'Auvergne, il était colonel à 19 ans, il avait été lieutenant général, donc officier général déjà de haut grade dans l'armée de terre. Il est bombardé, lieutenant général dans la marine. Il arrive dans la marine avec plusieurs étoiles sur le manche, donc sans avoir jamais servi dans la marine de guerre. Ce qui est évidemment très mal accepté par ses pairs et par les officiers qui sont sous ses ordres. Suffren est un homme sans préjugés, donc il accepte ça. Il fait des reproches à Destin, mais pas ce reproche-là. Il lui reproche par contre de ne pas